Très chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est le général Mamadou Gaye, l'auteur de l'ouvrage « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne ». Monsieur Gaye, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, M. Top. Aujourd'hui, le Sénégal rencontre des difficultés, une crise politico-judiciaire, dit-on, mais également, après tout, une crise citoyenne. Vous le confirmez ? Affirmatif, je le confirme et nous le vivons au quotidien. Qu'est-ce qui est à l'origine aujourd'hui de cette crise citoyenne? Je voudrais tout d'abord rappeler que l'école à l'épreuve de la croissance citoyenne est le fruit d'un long compagnonnage et d'une longue introspection au sujet de l'école sénégalaise, mais également au sujet de la déliquescence des valeurs citoyennes qui, hélas, plombent tous les efforts de développement entrepris par nos pouvoirs publics. Nous avons constaté, hélas, que les valeurs citoyennes sont de plus en plus érodées dans notre société, que la discipline qui faisait la force de nos sociétés traditionnelles est en train également de se diluer à la faveur des mutations sociétales agressives, profondes et protéiformes qui nous agressent au quotidien. Et nous sommes tous meurtris du visage de nos villes, mais également de nos campagnes, de ce qui se passe autour de nous. L'occupation illégale de la voie publique, l'indiscipline généralisée, les replis égocentriques, le non-respect de la chose publique, le non-respect des lois et des règlements, l'ignorance totale des institutions de la République qui constituent vraiment des facteurs aggravants de l'état de déliquescence de nos valeurs citoyennes que nous constatons tous amèrement aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons constaté des événements, nous les avons constatés tous. Ce livre est sorti bien avant ce qui s'est passé. Était-ce une sorte de prédiction ou en tout cas une observation que vous aviez faite et qu'aviez compris que nous avions ces problèmes-là? Ça peut être perçu comme prémonitoire, certes, mais il est vrai que nous avons constaté depuis quelques années quand même que nos sociétés sont en train d'évoluer de façon drastique, avec une démographie galopante, avec une jeunesse de plus en plus nombreuse, une jeunesse de plus en plus exigeante en termes de droits. Exigeante en termes de nécessité d'emploi, mais également, paradoxalement, une jeunesse mal formée, mal éduquée ou insuffisamment éduquée. Et ça a créé vraiment ce malaise que nous avons constaté, qu'il faut très rapidement essayer de solutionner. En quoi faisant? En essayant de retourner aux fondamentaux de l'éducation de base, l'éducation citoyenne, qui doit être le socle de toute autre forme d'éducation. Parce que je suis convaincu que le meilleur investissement que nous pouvons faire sur la jeunesse, c'est l'investissement sur l'éthos patriotique et sur la conscience citoyenne. Sinon, tous les autres efforts qu'on ferait dans le domaine du développement et autres seraient vraiment des efforts vains. Donc il faut quand même, nous avons voulu inviter à de nouveaux efforts, inviter à un sursaut national, pour faire restaurer, grâce à l'école, les valeurs sociétales que nous avons privilégiées, que nous avons vraiment tous admirées et qui sont agressées au quotidien et qui sont en train de se perdre. Donc il y a un appel, vraiment un effort généralisé. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le 3e chapitre « Responsabilité partagée ». Nous allons y revenir d'ailleurs. Ce n'est pas l'école seulement qui est en cause, mais c'est toute la société. Justement, c'est là que j'allais en venir. Aujourd'hui, la situation qui se présente n'est-elle pas imputable à la société sénégalaise? Est-ce qu'en réalité, nous ne souffrons pas d'un problème de société réelle? C'est notre société qui est en crise, en réalité. Crise d'autorité, crise d'éducation de base, crise d'autorité familiale. Parce que la famille, qui est le noyau dur de l'éducation de base, est en train de s'effriter. Vous entrez dans n'importe quelle maison maintenant, la cellule familiale est en train de se disloquer du fait des individualismes qui sont imposés par la modernité,
par les réseaux sociaux. De plus en plus, les gens sont repliés sur elles-mêmes, donc il y a des réflexes égocentriques. La solidarité qu'on connaissait communautaire est en train de se diluer. Et de plus en plus également, nous assistons à une crise d'autorité. Les parents n'ont plus l'autorité qu'il fallait sur leur progéniture. Les pouvoirs publics n'ont plus l'autorité sur les populations. Donc c'est cette crise d'autorité qui arrive, qui nous amène à une sorte de laisser-aller, d'impunité, où les gens font ce qu'ils veulent dans la voie publique, on ne respecte plus les codes, on ne respecte plus les normes, les standards de vie, et ça crée des frictions et des frustrations qui, à mon avis, accumulées, peuvent conduire à des dérives que malheureusement nous pouvons observer dans notre société. Je rappelle que vous avez été commandant d'école de formation militaire ENSOA et ENOA, donc vous êtes formateur. N'est-il pas temps que l'on revoie les curricula de formation citoyenne? Exactement, nous avons voulu inviter à revisiter effectivement les curricula de formation au niveau de nos écoles pour les adapter aux mutations de notre société en cours, mais également en tenant compte un peu des spécificités, hein, parce que nous sommes une société assez particulière, avec des réalités voilà, culturelles, ethniques, religieuses. Donc tout ça doit être mis à contribution. C'est pour quelque part, j'ai cité l'exemple des Dara. Exactement. L'exemple des écoles, voilà, donc qui peuvent également contribuer à l'éducation de base. Mais la société en tant que telle également, constituée d'associations, de mouvements de jeunesse, d'ONG, d'autorités, donc dans n'importe quelle situation, doivent également contribuer donc, à l'éducation de base, qui n'est pas l'apanage uniquement de l'école. Donc nous avons voulu qu'il y ait vraiment cette convergence d'efforts autour de l'apprenant, qui est l'élève, autour du jeune, pour qu'il y ait une continuité entre la famille, qui est le socle de base, la voie publique, l'école et la société. Sinon, s'il y a une rupture quelque part, ça amène des problèmes que nous sommes en train malheureusement de constater. Général, vous l'avez dit tantôt, nous constatons qu'au Sénégal, les jeunes sont beaucoup plus exigeants en matière de droit, exigeants également en demande d'emploi. Est-ce que aussi les pouvoirs publics, selon vous, n'ont pas failli quelque peu leur mission et que peut-être c'est ce qui a causé une certaine accumulation de frustration qui aujourd'hui a causé cette crise citoyenne? Il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait effectivement évoquer. C'est pourquoi quelque part j'ai parlé de responsabilité partagée. Parce que dans notre société, il faut que chaque entité joue son rôle. L'État a des obligations de trouver des emplois, des obligations d'élaborer des politiques qui permettent un emploi rationnel des jeunes, des politiques pour l'éducation, pour la formation. Ça, c'est des questions de stratégie politique. Mais également, il y a cette responsabilité individuelle des citoyens qui doit également faire un effort. Parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Mais l'État, c'est qui en fait? L'État, c'est nous. Comme disait Lénine, l'État, c'est tout le monde. Il faut que chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve, puisse apporter sa contribution à l'édifice d'une société équilibrée, d'une société bien éduquée, d'une société responsable. Parce que la responsabilité, c'est la chose qui doit être la mieux partagée dans notre société, pour éviter d'incriminer un tel ou un tel et un tel. Je crois que c'est là où on doit faire un effort vraiment important. Aujourd'hui, l'on parle d'enjeux et des défis liés à l'éducation citoyenne. Moi, je me rappelle, peut-être vous-même, souvent il y avait dans les curricula de formation, notamment dans les écoles primaires et même secondaires jusqu'à l'université, il y avait une exigence à l'éducation civique. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus, en tout cas, une absence vraiment dans le programme de l'éducation civique dans les écoles. Aujourd'hui, est-ce que tout ceci également ne porte pas atteinte aux droits? Tout ça fait partie des leçons que nous avons apprises en observant, en analysant les curricula qui sont en cours dans le cadre du domaine de l'éducation au développement durable, du ministère de l'Éducation nationale, mais également dans les domaines de vivre ensemble, vivre dans son milieu. Il y a effectivement des modules extrêmement importants dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté, mais ça ne doit pas rester dans le domaine de la théorie.
Je crois qu'il faut être un peu plus pratique pour que ce contenu soit quelque chose d'applicable. C'est pourquoi nous avons convoqué quelque part l'exemple de la pratique citoyenne dans les armées. Oui. Comment nous, dans les armées, nous formons nos militaires à la citoyenneté, comment nous leur exigeons l'application de ce qu'ils apprennent, parce qu'en définitive, s'il y a de très beaux textes, s'il y a de très beaux codes, et que dans l'application, il y a un problème de suivi, il y aura des problèmes. Il faut également qu'il y ait des sanctions. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, mais il n'y aura jamais d'application des règlements. Est-ce que la formation à l'éducation citoyenne, notamment les sanctions même qui doivent accompagner aujourd'hui ces formations-là, est-ce que ne se heurte-t-elle pas parfois à ce qu'on pourrait appeler quelque part les libertés individuelles, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'agir? Exactement. Il y a énormément d'aspirations à plus de liberté actuellement de notre société. Liberté du reste consacrée par la Constitution. Mais, comme disait l'autre, votre liberté s'arrête où commence celle des autres. Il faudrait qu'il y ait quand même raison gardée, qu'on puisse contrôler et contenir ces libertés-là et privilégier l'application de ce qu'on appelle des devoirs. Parce qu'un citoyen, il a beaucoup plus de devoirs que de droits. Mais nous sommes tous enclins à réclamer des droits, à réclamer des privilèges, à réclamer des avantages. Mais on oublie généralement nos devoirs. Et je crois que la principale raison d'être d'un homme, comme le disait Saint-Exupéry, c'est l'acceptation d'un devoir. Nous avons vu que récemment, on parle souvent de conscience citoyenne. On en parle dans les médias, on en parle dans les écoles, on en parle dans les séminaires. Aujourd'hui, qu'est-ce réellement la conscience citoyenne? La conscience citoyenne est très facile à définir. Il s'agit d'accepter, de s'obliger soi-même, en oubliant un peu ses intérêts égocentriques et en pensant à la patrie. Je crois qu'on doit élever l'amour de la patrie au-dessus de tout. Parce que la patrie, comme disait John Fitzgerald Kennedy, chaque citoyen devrait se poser la question de savoir ce qu'il doit apporter à la patrie. Et non le contraire. Ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez apporter à votre pays. Donc il s'agit d'ériger vraiment cette vertu charnelle de la patrie en règle générale, pour qu'on puisse privilégier l'intérêt national, ou l'intérêt supérieur de la nation, au-dessus des intérêts particuliers ou partisans. Donc si on y arrive, par l'éducation, par la sensibilisation, par un effort commun sur ça qui nous unit, en fait, je crois que progressivement, on peut arriver à cette croissance citoyenne que j'ai décrite un peu dans le livre. Lorsqu'on parle de croissance citoyenne également générale, souvent, l'on peut s'interroger, l'on peut pousser même bouchons jusque même dans les milieux professionnels, où parfois de plus en plus, même cette absence aujourd'hui de citoyenneté pousse des gens à avoir des attitudes qui n'ont rien à voir avec l'éthique professionnelle. Absolument. J'ai été très précis dans le chapitre où je parle de comportement citoyen, parce que c'est là où vraiment on devrait faire beaucoup plus d'efforts. Que le comportement soit conforme à l'éthique professionnelle que l'on exige d'un bon citoyen. Exactement. Le respect des règlements, le respect des horaires, le respect de la ponctualité, le respect de la chose publique, le respect dans le commerce avec les autres, etc. Donc ça, vraiment, c'est des attitudes, c'est des postures qu'on doit exiger, imposer à tous les citoyens. Et c'est pourquoi je parle de vertu de l'exemple, où les autorités qui sont censées faire imposer la citoyenneté doivent être les premiers à donner le bon exemple. Donc il faudrait qu'il y ait cette vertu d'exemple qui est une vertu pédagogique, que ça puisse être vraiment porté par non seulement par les pouvoirs publics, mais par toutes les autorités investies d'un pouvoir d'autorité et de décision. Maintenant, vous avez parlé des services de l'État. Nous avons vu récemment, il faudrait que l'on pointe du doigt, nous avons vu récemment des casses, de la violence dans la rue. On ne reconnaissait plus aujourd'hui notre société. On ne reconnaissait plus la jeunesse sénégalaise. Et tout cela, aujourd'hui, si nous devions reconstruire
cette société qui est en déliquescence, comme vous l'avez dit, sur quoi devrait, selon vous, fonder cette reconstruction? La première chose sur laquelle on devrait reposer cette reconstruction dont vous parlez, je crois, c'est sur l'éducation. L'éducation dans toutes ses formes. Depuis l'éducation primaire, l'éducation secondaire, l'éducation supérieure, dans tout le spectre de l'éducation, on devrait inclure vraiment ces curricula de l'éducation citoyenne. Ensuite, nous avons des leviers dans notre société qui sont très crédibles, sur lesquels on peut également s'appuyer. C'est les réalités religieuses, les réalités socioculturelles. Nous avons quand même des gens qui peuvent intervenir, faire parler, ou bien conscientiser et amener les gens vraiment à être raisonnables. C'est le cas tout dernièrement des sorties d'autorités religieuses qui ont contribué vraiment à ramener la sérénité et la paix. Ensuite, il nous faudrait qu'au niveau des familles, qu'on puisse restructurer au niveau de nos familles, ramener la cellule familiale autour de l'éducation de base. C'est-à-dire permettre à la société d'être une société éducative. À l'époque, les anciens, la chance qu'ils avaient, c'est que tout le monde éduquait. Le père de famille éduqué, la mère de famille éduquée. Mais quand vous sortez du cercle familial, tout le monde avait le devoir et le droit de vous éduquer. Et de vous corriger même. Mais actuellement, comme j'ai dit, avec les modernités, avec l'aspiration à plus de liberté, la judiciarisation de nos sociétés, de plus en plus il y a des replis et les familles se nucléarisent et créent ces ruptures malheureusement qui ne facilitent pas cette éducation. Donc voilà ces leviers à mon avis sur lesquels on devrait vraiment insister pour ramener, restaurer l'orthodoxie citoyenne qui est soumise à rude épreuve dans notre société. Lorsque l'on parle des forces de sécurité et de défense et de sécurité, pardon, souvent quand même tout le monde reconnaît la discipline qui y règne. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'on devrait plus aller vers une sensibilisation, une certaine connexion entre les forces de défense et de sécurité et les civils pour qu'il y ait davantage de communication, davantage de sensibilisation sur la conscience citoyenne, pour qu'au lieu qu'on aille vers des confrontations de ce genre, que l'on au moins anticipe là-dessus par la sensibilisation et la communication. C'est extrêmement important, ça peut être une piste de solution, effectivement, parce que les forces de défense et de sécurité ont également cette responsabilité de contribuer à l'éducation citoyenne de notre jeunesse. Je vous donne quelques exemples. Lorsque j'exerçais mon commandement en zone militaire numéro 6 à Kolda, nous avions en liaison avec l'école, avec l'inspection d'académie, l'inspection de l'éducation et de la formation, le centre régional de formation des personnes d'éducation, le CRFPE, élaborer un plan d'action qui nous a permis d'entrer dans les écoles, d'amener les élèves dans nos casernes également, de leur faire des séances de restitution citoyenne, leur apprendre par exemple l'école du drapeau, ce que c'est l'unité nationale, ce que c'est que l'autorité, ce que c'est que la constitution, ce que c'est que les institutions de la République, comment respecter les institutions de la République. Notamment les armoiries de la République. Notamment les armoiries. Donc ça, c'est dans l'ordre du possible. Et les autorités gouvernementales en sont conscientes. Parce que cette année, on avait démarré avec les nouvelles recrues de la fonction publique, la formation citoyenne des nouvelles recrues. On les a amenés à Thiès, dans une base militaire, pendant quelques semaines où on leur a inculqué les fondamentaux de l'éducation citoyenne, en leur donnant les bases de comment respecter les institutions, comment être un bon citoyen. Et ça en s'inspirant, nous, de ce qu'on connaît dans les armées. On a tendance à citer l'armée comme exemple de vertu citoyenne, c'est dû certainement à ça. Parce que l'avantage que nous avons dans les armées, nous avons un code, un référent moral qu'on appelle le règlement de discipline générale et qui est suivi, qui est obéi, qui est respecté par tous les militaires. Donc, si vous faites une faute de comportement, mais vous êtes passible d'une peine, d'une sanction disciplinaire, ou une sanction pénale, ou une sanction même voilà, pécuniaire, tout dépend de la nature de la sanction. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir des codes, mais également d'avoir des garde-fous, qu'on peut appeler un règlement, et d'appliquer ces règlements-là.
On est tous obligés de nous y conformer. Vous avez parlé de la responsabilité et obligation du formateur, chose très très importante quand on sait qu'en quelque sorte le formateur c'est comme une référence pour ce qu'il forme. Donc aujourd'hui, quelle doit être la responsabilité et l'obligation du formateur? Ça c'est extrêmement important. Parce que le formateur, il ne doit pas seulement être un formateur, il doit plus être un éducateur. Parce que l'école, c'est vrai, forme des ingénieurs, forme des militaires, forme des enseignants. Mais l'école doit surtout former de bons citoyens. Et l'acteur principal de cette formation, c'est l'éducateur. L'enseignant, il doit être un éducateur. Et pour qu'il soit un éducateur, il doit être un exemple en tout. Un exemple de probité morale, un exemple dans le comportement, un exemple dans la posture. Même dans les études pédagogiques au niveau de l'école, il doit être vraiment le symbole, le miroir dans lequel les élèves se mirent. Donc il faut qu'on puisse, dans la formation des enseignants, revenir à ça, insister pour faire de l'enseignant vraiment le modèle d'éducateur que nous souhaitons et qui peuvent transmettre ces valeurs par les attitudes, par le comportement, même par les précautions langagières. Un enseignant ne doit pas se permettre n'importe quoi, ne doit pas se permettre de s'habiller n'importe quoi, parce que tout ce qu'il fait est pédagogique. Donc il faudrait qu'on puisse insister sur cela pour vraiment faire de l'enseignant un modèle de comportement citoyen. Nous allons revenir de la conscience citoyenne dans les universités, là où vraiment il y a souvent de véritables antagonismes. Est-ce que vous ne pensez pas que parce que moi j'attribue une certaine responsabilité aux forces de défense et de sécurité, ne pensez-vous pas qu'on devrait davantage faciliter aux militaires globalement pour qu'ils puissent intervenir dans les universités en tant qu'éducateurs, en tant que formateurs sur l'éducation citoyenne, sur le bien public, sur aujourd'hui l'intérêt public? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait partie un peu de nos propositions et même de quelques éléments de nos plans d'action que nous avons eu à dérouler par le passé. Je vous rassurer en disant que moi personnellement j'ai eu à animer beaucoup de conférences. À Thiès, on a vu. Au niveau de Thiès, au niveau de l'ISM, au niveau également de la faculté de médecine de Thiès, l'UFR Santé de Thiès. C'est moi-même qui déroulais tout le programme de formation citoyenne. Au niveau également de l'université de Saint-Louis, on a eu à intervenir soit par le biais de conférences, de leçons à donner, ainsi de suite. Et je crois que c'est extrêmement important. Mais également qu'on puisse admettre les élèves dans nos bases. Qu'ils viennent voir comment les militaires vivent, comment les militaires se comportent, comment les militaires deviennent, ils sont formés en bons citoyens. Et ça peut avoir un effet extrêmement important dans le subconscient et dans la conscience des élèves. Je suis d'accord, il faudrait qu'on puisse arriver à multiplier ces exemples au niveau de nos grandes écoles, des grands instituts qui quand même peuvent donner des résultats extrêmement probants. On me signale que c'est la fin de l'émission, mon général. Votre dernier mot, un message peut-être que vous adressez à ceux qui nous suivent? Un message d'espoir, en espérant que, à la lumière des événements qui viennent de se dérouler, que nous tous, citoyens ordinaires et autorités, nous tirerons les leçons qui s'imposent pour qu'ensemble, qu'on puisse relever les différents défis qui se dressent devant nous. Et Dieu sait que ces défis sont nombreux, mais c'est dans le possible. Donc il faut qu'on puisse nous tous nous donner la main. Aussi bien les forces de défense et de sécurité, les pouvoirs publics, la communauté éducative, les familles, les mouvements de jeunesse, mouvements associatifs, dans un élan de solidarité, qu'on puisse vraiment faire un effort, tirer dans le même bout pour qu'on puisse arriver vraiment à restaurer les valeurs citoyennes qui constituent le socle de développement et de stabilité institutionnelle, sociale et économique de notre pays. Général, merci d'avoir. Je vous remercie, M. Chateau. Mesdames, Messieurs, chers internautes, vous l'avez suivi avec sûrement beaucoup d'attention. En tout cas, la conscience citoyenne nous interpelle tous, comme l'a si bien dit le général Mamadou Gueye. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.